العالمية. Donc, quelles sont les différentes dimensions de cette visite effectuée par Mohamed El-Meneifi, le président du Conseil présidentiel libyen? Quels sont les messages qui ont été lancés à partir de cette visite? Toutes ces questions vont être bien sûr proposées et on attend une réponse très profonde de la part, notamment de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Interview internationale, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur Medhat El-Melighi, vous êtes toujours le bienvenu et bonsoir. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir Monsieur l'ambassadeur, et permettez-moi de commencer cette discussion par le timing, le temps quand même de cette visite effectuée par Monsieur Mohamed El-Meneifi ici, plutôt El-Meneifi ici en Égypte, et sa rencontre avec Monsieur le Président. Très bien, alors c'est très important de souligner que les relations égypto-libyennes étaient toujours d'une importance très stratégique pour nous. Et comme vous le savez, depuis le déclenchement de ce qu'on peut dire la guerre civile qui a pris place en Libye, et que l'Égypte a suivi attentivement tous les changements de la présidence, du Parlement, et tout ça. Mais toujours avec une importance stratégique pour l'Égypte, oui, que ses frontières ouest soient toujours intègres et calmes, de sorte que l'Égypte n'ait pas à confronter une guerre, peut-être, ou un conflit dont on n'avait pas besoin avec nos frères libyens. Toujours on a en tête l'importance de protéger l'intégrité territoriale de la Libye. Et toujours on a eu l'idée de soutenir les institutions de l'État pour permettre de leur demander d'effectuer, de remplir leur rôle pour atteindre l'objectif de la tenue des élections présidentielles et parlementaires, oui, d'une manière qui va certainement répondre aux intérêts du peuple libyen et qui fait progresser la voie de la stabilité et du développement en Libye. Oui, mais monsieur l'ambassadeur, vous avez suscité plusieurs points au cours de votre réponse, et c'est pourquoi permettez-moi de jeter plus de lumière sur chaque élément de votre réponse. Comment vous trouvez l'importance de la stabilité de la Libye pour l'Égypte? Comment quand même vous observez le rôle que joue l'Égypte dans la préservation de l'intégrité territoriale de la Libye et quand même son soutien et confirmé à maintes reprises aux institutions de l'État libyen? Bon, alors, il est très essentiel de marquer que l'importance pour nous, en tant qu'Égypte, un pays voisin, un pays dont on a une frontière très longue entre l'Égypte et la Libye, on parle surtout de l'importance, c'est la sécurité des frontières. Ça, c'est premièrement. Ouais. Mais il faut dire que pour nous, le plus important, c'est qu'il y a une unité entre toutes les fractions libyennes qui sont là-bas, de sorte que cela peut répondre aux besoins du peuple libyen. Ça, c'est l'intérêt le plus important pour nous, que les parties libyennes unifient leurs visions qui sont assez différentes l'une de l'autre, et que ces développements sur la scène politique libyenne soient toujours d'une manière pacifique et calme. Ça, c'est le plus important pour nous, et je pense que c'est le plus important pour la région, dans sa totalité. N'oublions pas qu'il y a quelque chose aussi de très important, et peut-être d'une importance majeure pour l'Égypte, c'est le retrait de toutes les forces étrangères et mercenaires en Libye. Je pense que ça doit avoir une priorité optimale pour l'Égypte, parce que tant qu'il y a une force étrangère active dans la Libye, cela représente un certain danger pour les Libyens avant que ce soit pour les pays voisins.
Oui, donc la ligne directrice, comme vous avez souligné, la ligne directrice de l'Égypte vis-à-vis de ses voisins, c'est toujours non aux mercenaires, non à l'intervention des forces étrangères dans les affaires intérieures des pays Et garantir la voisins. volonté du peuple libyen de préserver ses capacités et ses intérêts. Ça, c'est aussi quelque chose d'une importance majeure. Oui, donc dans ce cadre, il y avait l'Égypte qui tient ou qui est quand même soucieuse à la tenue des élections présidentielles et parlementaires au sein du pays. Et en même temps, on trouve que l'Égypte essaye toujours d'étendre tous les moyens, tous les instruments de coopération et de réconciliation au sein de la Libye. L'Égypte essaie quand même de donner plus d'espace à une réconciliation interlibyenne. Exactement. Comme vous avez entendu aujourd'hui, le président du Conseil présidentiel libyen lui-même, il a vraiment tenu à apprécier le rôle égyptien dans le soutien à la Libye à tout niveau. Ce qui veut dire que la Libye n'a jamais été loin de, malgré tous les problèmes qu'on avait à d'autres niveaux, notamment du côté des frontières Est, avec la Palestine et tout ce qui se passe là-bas, mais quand même, la Libye n'était jamais loin des pensées des autorités et des responsables égyptiens. Parce que on sait notre rôle à porter des efforts maximaux afin d'achever une réconciliation nationale et unifier toutes les institutions de l'État libyen. Pour nous, ça c'est le plus essentiel parce que cela marque et cela garantit la sécurité de nos frontières et la sécurité de la Libye et du peuple libyen. Mais je dois revenir encore une fois à la question principale et la première question que je vous ai proposée il y a quelques minutes, le timing, le temps quand même de cette visite. Je parle de ça parce que après la crise libyenne, c'était la crise soudanaise. Après la crise soudanaise, c'était la crise qui a frappé la bande de Gaza, ces agressions israéliennes. Après ça, on trouve qu'il y avait des répercussions au niveau de la région, que ce soit au niveau de la mer Rouge, cette intervention éthiopienne en Somalie, une autre crise, l'Iran qui frappe et quand même on trouve qu'Israël frappe en même temps la bande de Gaza, le Liban, la Syrie, ainsi de suite. Donc j'aimerais jeter plus de lumière sur cette question, le timing. Le timing. Alors on a deux sujets. Exactement ce que vous venez de citer, tous ces conflits et peut-être guerres et génocides d'ailleurs, tout à côté. Cela n'affecte pas seulement les régions affectées, comme telles que la Palestine ou le Soudan, mais affecte la région en sa totalité. C'est pour cela que pas seulement avec la Libye, comme vous avez vu, il y a eu des réunions au niveau ministériel avec l'Arabie Saoudite, par exemple. On avait le président a eu des entretiens avec son homologue, le roi Abdallah de la Jordanie, et ainsi de suite. Parce que les répercussions de ce qui se passe dans plusieurs pays de la région affectent la région en sa totalité. Nous sommes affectés par ce qui se passe à la mer Rouge. Le pétrole libyen qui est importé toujours pense à la sécurité du canal de Suez et la sécurité des navires et voies maritimes dans la mer Rouge. Alors, comme vous voyez, c'est une question qui dépend de plusieurs facteurs en même temps. Et c'est pour ça vient la visite du président du Conseil présidentiel pour pouvoir savoir où on est exactement et comment sont les choses, et en même temps sécuriser les élections qui prendront la place bientôt en Libye. Et il est important pour nous que ces élections reflètent exactement les désirs du peuple libyen et comment est-ce que cela va promouvoir son futur, de sorte que la situation devient de plus en plus calme. Et heureusement que l'Égypte est toujours là pour aider
tous les fractions libyennes pour pouvoir achever un résultat qui, comme je viens de dire, reflète les pensées et les désirs et les ambitions du peuple libyen. Oui, je dois vous remercier infiniment, monsieur l'ambassadeur, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Et donc, chers téléspectateurs, l'ONU a discuté de la situation humanitaire à Gaza avec plus de précision. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier, le mercredi, une séance à la demande de l'Algérie pour discuter du verdict rendu par la Cour internationale de justice au sujet d'Israël. La CIG avait appelé Israël le 26 janvier à prévenir tout acte de génocide et de permettre l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Les explications tout de suite. Un cessez-le-feu doit être établi à Gaza et une aide adéquate doit être fournie aux habitants. Il faut s'opposer aux tentatives israéliennes de déporter les Palestiniens, a affirmé mercredi le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, le ministre Riyad Mansour, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, lors d'une séance destinée à examiner la situation en Palestine. Il a ajouté que le Conseil doit mobiliser les efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza. En outre, la Palestine doit accéder à un statut de membre à part entière à l'ONU. Le délégué palestinien a affirmé que les conditions de vie à Gaza sont catastrophiques et que les Nations Unies doivent mettre fin aux souffrances du peuple palestinien. Pour sa part, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence auprès de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré que tous les déplacés de Gaza doivent avoir droit au retour volontaire. Les employés de l'UNRWA ont été exposés à des agressions à Gaza et l'accès de l'ONU à Khan Younes et au centre et au secteur est impossible, a affirmé Griffiths. Il a ajouté que l'acheminement des aides vers le secteur de Gaza doit se poursuivre. Israël refuse l'entrée des aides humanitaires dans le secteur de Gaza, selon lui. De son côté, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a déclaré que les atrocités commises à Gaza sont inacceptables et que la situation à Gaza nécessite un cessez-le-feu immédiat. Il a souligné qu'Israël doit prendre des mesures immédiates pour assurer la fourniture des services et de l'aide à Gaza. La décision historique de la Cour internationale de justice contre Israël confirme que le temps de l'impunité est terminé, a déclaré le représentant de l'Algérie. Il a souligné qu'une catastrophe humanitaire se déroule sous nos yeux et un crime complet de génocide et que rien ne peut justifier cette barbarie contre le peuple palestinien. Ne pas mettre en œuvre un cessez-le-feu signifie accepter que 250 personnes et 100 enfants soient tués chaque jour, que 10 enfants soient amputés d'un membre chaque jour sans anesthésie et que 170 enfants naissent chaque jour dans les rues, a conclu le délégué de l'Algérie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon une source du Hamas, ce mouvement palestinien examine actuellement une proposition d'accord de trêve avec Israël dans la bande de Gaza, comportant 3 phases et prévoyant un cessez-le-feu de plusieurs semaines. Des explications tout de suite. Le Hamas a indiqué qu'il réfléchissait à la proposition de trêve formulée par des médiateurs lors d'une récente réunion à Paris, après un premier cessez-le-feu d'une semaine fin novembre, au cours de laquelle 105 otages retenus à Gaza ont été échangés contre 240 prisonniers palestiniens détenus en Israël. La première phase de cette proposition évoque une trêve de 6 semaines, avec possibilité de prolongation. Au cours de cette période, Israël devra libérer entre 200 à 300 prisonniers palestiniens n'étant pas détenus sous un régime de haute sécurité en échange de 35 à 40 otages captifs à Gaza, a indiqué une source au sein du Hamas, proche des médiateurs. Seules les femmes, enfants et hommes malades de plus de 60 ans détenus à Gaza pourront être libérés, a indiqué cette source. De 200 à 300 camions d'aide humanitaire pourront aussi entrer chaque jour dans la bande de Gaza. La première étape inclut des négociations autour du retrait des forces israéliennes et dans le nord de la bande de Gaza des personnes déplacées, a précisé cette source. Le Hamas réclame un cessez-le-feu total en préalable à tout accord, notamment sur la libération des otages israéliens.
Israël refuse de son côté tout arrêt des combats tant que le mouvement Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste, tout comme les États-Unis et l'Union européenne, ne sera pas éliminé. Si le cessez-le-feu initial est respecté, une deuxième étape vise à la libération de soldats réservistes. Tout homme adulte israélien étant susceptible d'être appelé comme réserviste, retenu à Gaza en échange d'un nombre indéterminé de prisonniers palestiniens. Les soldats non réservistes pourraient aussi être libérés, selon cette source, également en échange de la libération de prisonniers palestiniens. La dernière étape porte sur l'échange des corps des personnes décédées et un accord concernant le contrôle des postes frontaliers de Gaza et la reconstruction du territoire. En fait, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a souligné l'importance que des parties internationales importantes comme les États-Unis soutiennent la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU, en particulier la résolution 2720 qui vise à faciliter l'entrée de l'aide dans le secteur. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré l'envoyé spécial des États-Unis pour les affaires humanitaires au Moyen-Orient. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a mis en garde contre la décision d'un certain nombre de pays de suspendre le financement fourni à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens le Nord, en pleine crise humanitaire à Gaza, et ses répercussions sur la capacité de l'agence de maintenir la fourniture de ses services vitaux conformément au mandat de l'ONU envers les Palestiniens. Ces propos sont intervenus lors de la rencontre de ministres hier avec l'envoyé spécial des États-Unis pour les affaires humanitaires au Moyen-Orient, David Satterfield. Selon un communiqué publié par le porte-parole du ministère, M. Choukri a appelé les États-Unis et les pays donateurs qui ont suspendu leur contribution à l'UNRWA à revenir sur leur décision qui aggrave les souffrances humaines à Gaza et à attendre les résultats de l'enquête interne de l'agence et des agences compétentes des Nations Unies. Le porte-parole a affirmé que les deux parties avaient évoqué en détail la détérioration des conditions humanitaires de la bande de Gaza et les souffrances croissantes des Palestiniens, ainsi que la destruction des infrastructures des hôpitaux dans l'enclave palestinienne. Le responsable américain a tenu à informer Choukri des résultats des contacts effectués par la partie américaine pour soutenir les efforts visant à acheminer l'aide humanitaire de manière adéquate et durable en coopération avec les agences de secours des Nations Unies. Dans d'autres côtés, on trouve que le rôle historique est tout à fait souligné par différents organismes, que ce soit au niveau régional ou international, quand même au niveau national. Cette fois-ci, on trouve que le président de l'Organisme général de l'information, Diar Achwan, a déclaré que le développement et les événements dangereux auxquels on a assisté dans la région de Moyen-Orient avaient confirmé le rôle central de l'Égypte et la responsabilité majeure de l'Égypte dans la région face aux risques majeurs auxquels elle est exposée. Il a souligné que l'Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah al-Sisi, a assumé sa responsabilité historique dans la lutte contre les dangers qui ravage la région et ébranle le monde entier. L'histoire retiendra que les dirigeants et le peuple égyptien ont fait preuve de force et d'une détermination inébranlable pour protéger la terre de l'Égypte et sa sécurité nationale, défendre la cause palestinienne et faire face aux tentatives de marginalisation et d'affaiblissement des droits restants du peuple palestinien, au premier rang son droit à la vie, à l'autodétermination et l'établissement de son État sur sa terre, avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux décisions de la légitimité internationale. Ces déclarations ont été faites dans l'éditorial du nouveau numéro de revue et études sur les droits de l'homme, publié par l'Organisme général de l'information. Président de l'Organisme général de l'information a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte depuis le premier moment où la situation a éclaté à Gaza, soulignant que l'Égypte continue de déployer des efforts intenses pour arrêter l'agression, soutenir le peuple palestinien à Gaza et dévoiler les plans de l'occupation, et qu'elle s'efforce également d'apporter de l'aide à Gaza.